Voilà. Donc, l'histoire de notre filière. En fait, notre haricot, il vient du Nouveau Monde. C'est Christophe Colomb qui a introduit le haricot. Et au début du XVIIIe siècle, Monseigneur Poudin, évêque de Poudin, évêque du diocèse de Tarbes, et originaire de la Chalosse c'est le département du 40, des Landes, a introduit le haricot blanc. Donc c'est là où on suppose qu'il est venu des Amériques via Christophe Colomb. Voilà. À la fin du XVIIIe siècle, sa surface cultivée en Bigorre, donc en Haute-Pyrénées, la Bigorre c'est la Haute-Pyrénées, était de 18 000 hectares. Le haricot était à l'époque associé au maïs, parce que le maïs est un tuteur naturel pour le haricot, puisque c'est un haricot grimpant. Donc le maïs est un haricot grimpant. Donc, le maïs sert de tuteur. Voilà. Et donc il s'exporte dans la région de Tarbes et dans la région aux alentours. Pourquoi le haricot s'est développé à Tarbes aussi? Parce qu'à Tarbes, autrefois, tout à l'heure on a parlé de remplir le ventre des soldats avec le riz. À Tarbes, il y avait beaucoup de régiments de militaires. Voilà. Donc en fait, ça servait aussi de plat pour les militaires. On avait 5 ou 6 régiments. Alors aujourd'hui, il reste 2 régiments de militaires à Tarbes, mais autrefois, il y en avait beaucoup plus. Et donc c'était vraiment la nourriture du soldat aussi, le haricot tarbais, parce que riche en protéines. Donc c'est pour ça aussi qu'il s'est installé aussi dans la région. Donc avec la mécanisation à la fin des années 50, la culture du haricot a disparu. Pourquoi? Parce qu'on est passé à la mécanisation de l'agriculture. Et la récolte du haricot se faisant traditionnellement chez nous toujours à la main, elle disparaît peu à peu auprès d'autres cultures comme le blé, toujours le maïs qui se ramasse mécaniquement. Donc dans les années 70-80, on compte plus que 55 hectares de cultivés. Généralement, c'était des petites exploitations, à l'époque, des petites exploitations agricoles, et c'était des petits jardins, donc c'était des surfaces de 50 arts, 20 arts, 30 arts. Donc voilà. Mais c'était pas une culture à grande échelle. Donc à partir de 1988, il y a les premiers articles de presse font l'écho du haricot tarbais, et toujours on s'est appuyé, toujours tout à l'heure j'entendais qu'il fallait s'appuyer sur les restaurateurs pour promouvoir le produit, mais c'est ce qui s'est passé, c'est comme ça qu'on a relancé en partie notre filière aussi, c'est qu'à partir de 87, les restaurateurs ont remis au goût du jour le haricot tarbais, et ils se montrent enthousiastes à cuisiner ce produit. Donc du coup, à partir de 1988, il y a une douzaine de producteurs qui se réunissent au sein d'un collectif pour essayer de relancer cette filière. Avec le pionnier de l'aventure, c'est Serge Lagarde, qui a été le premier président entre guillemets de la coopérative. Voilà. Donc ensuite, quand cette filière est remontée, on s'est posé la question comment structurer cette filière. Donc la première structuration, c'est de déposer une marque. Donc la première marque déposée, c'est le haricot tarbais tradition. Et ensuite, les fondateurs ont été chercher deux éléments importants pour en fait sortir le produit, notre produit du lot, c'est l'obtention de signes officiels de qualité. Donc le premier signe officiel de qualité obtenu, c'est en 98, c'est le label rouge. Donc là, c'est un signe officiel de qualité plutôt sur le goût. Là, on travaille sur la qualité vraiment du produit, la qualité premium du produit. Et à partir de 2000, l'obtention de l'IGP, l'indication géographique protégée. Là, c'est quelque chose d'important aussi parce que ça permet de figer le produit sur une zone géographique précise. C'est-à-dire que du haricot tarbais, on ne peut pas en cultiver en dehors de la zone de production. On ne peut pas en cultiver dans le nord de la France, par exemple, ou dans le sud de l'Espagne. C'est impossible. Donc, du coup, on a attaché vraiment le produit au territoire. Et c'est très important aussi parce que quand vous travaillez un produit de qualité, il ne faut pas que le produit soit dévoyé ou soit fait ailleurs, à plus grande échelle et de moins bonne qualité aussi. Donc, là, je raisonne, la filière s'est organisée autour d'une association interprofessionnelle. C'est un organisme de défense et de gestion qui, en fait, c'est le gardien du temple des 2 signes officiels de qualité qu'on a, c'est-à-dire l'IGP et encore une fois le label rouge. Donc, dans la filière, il y a 72 producteurs qui sont répartis donc, sur la zone IGP. La zone IGP, c'est
le département des Hautes-Pyrénées, en dessous de 700 mètres, puisqu'il y a le fait que la terre aussi, en fonction de la qualité de la terre et de l'altitude, fait qu'on ne peut pas cultiver au-dessus de 700 mètres. Voilà. Et ensuite, donc c'est le département du 65 et alors nous, ce qu'on appelle en France les cantons limitrophes. Alors, c'est pas comme vous en Espagne, les provinces, mais c'est les villes, entre guillemets, les villes limitrophes. Donc, c'est le 64, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers et la Haute-Garonne. Voilà. Donc, on emploie jusqu'à ce jour, mais on a des modifications qui sont en cours, 400 saisonniers, puisqu'on a une récolte. On avait une récolte exclusivement annuelle. J'en parlerai par la suite, où aujourd'hui, on a fait évoluer notre cahier des charges, puisque dans les deux cahiers des charges, IGP, label rouge, quand vous avez un signe officiel de qualité, quand vous avez des signes officiels de qualité, vous avez un cahier des charges, vous devez respecter un cahier des charges. Donc ça amène certaines contraintes. Et donc dans ces deux cahiers des charges, il y avait jusqu'à présent une récolte manuelle. On a bougé ce cahier des charges pour introduire aussi la possibilité de mécaniser la récolte, mais c'est un point qu'on abordera par la suite. Et à peu près en surface, aujourd'hui, on est à 200 hectares de production, voilà, en moyenne. Donc, toujours, on souligne la démarche de qualité. En fait, c'est la base de notre produit. C'est vraiment ce qu'on met en avant et ce qui nous permet aussi de se différencier des autres produits. Notamment, tout à l'heure, vous parliez de tout ce qui est importé, notamment le coco. Nous, à titre de comparaison, c'est le coco, l'haricot coco de Argentin. Voilà. Donc, ça nous permet de nous différencier et ces deux signes officiels de qualité permet aussi nous permet de vendre le produit à bien plus cher, donc de travailler aussi la rémunération du producteur. Ce qui est important pour nous parce que c'est le producteur qui est à la base de tout. Voilà. Toujours donc la démarche qualité. Donc en fait on a une culture qui s'étend du printemps et la récolte se fait à l'automne. Donc on commence à semer lorsque la terre est chaude. C'est-à-dire que nous, on considère qu'on peut semer à partir du moment où la terre est à 13 degrés. Voilà. Pour que la graine puisse germer. Nous, dans notre base, c'est ce qu'on appelle une base 13. Base 13, c'est qu'il faut que la terre soit à 13 degrés. Avec un écartement minimum de 1,20 m entre les rangs. Pour faciliter l'ensoleillement et optimiser la qualité sanitaire. On apporte du soin permanent au travers de minages réguliers pendant le cycle de la culture. Et la récolte, elle se déroule de fin septembre à la mi-novembre. Ensuite, une fois que c'est récolté, on trie, on égrène, on contrôle. On fait subir un traitement thermique aussi par le froid. Et là aussi, on est en train de travailler aussi pour faire un traitement par anoxie pour lutter contre les ravageurs et notamment contre le charançon. Le charançon ? Oui. Le charançon, c'est... le charançon, c'est en espagnol, c'est... Non. Ravageur, c'est Gorgojo. Ouais. Donc en fait, pour tuer le charançon, soit il y a deux possibilités. Soit on fait subir un choc thermique, on met le haricot à moins 45 pendant 12 heures et après on le fait redescendre à température. Ou soit on travaille aussi sur l'anoxie, c'est-à-dire qu'on le met dans un big bag hermétique, on retire tout l'oxygène, on met un peu d'azote, et il n'y a aucun organisme vivant qui peut vivre sans oxygène. Voilà. Voilà, et ensuite, donc, du coup, ça nous permet aussi d'avoir une traçabilité totale de notre produit. C'est-à-dire que nous, nos haricots, il y a un numéro de lot qui est attaché au producteur à la parcelle. C'est-à-dire qu'on a un producteur qui peut avoir 2 parcelles, il y aura 2 numéros de lot. Donc on trace au plus près notre produit aussi. Toujours dans la démarche de qualité. Voilà. Donc, quelle est la caractéristique de notre haricot tarbé ? Donc, il a une peau particulièrement fine, il a une cuisson rapide et tenue remarquable, il est léger et digeste. Voilà. Donc, quelquefois, on associe le haricot aux flatulences, mais pas avec le haricot tarbé. Ah non ? Voilà, non, justement du fait de sa peau fine. Voilà. Il a un contact à bouche agréable, il a une chair fondante, et toujours pareil, tout à l'heure on parlait, l'avantage aussi qu'on a, et on commence à communiquer là-dessus, on n'a pas de gluten sur ce type de produit. Voilà. Il est pauvre en amidon et en lipides, et par contre, il est riche en fibres et en protéines. Voilà, donc traditionnellement,
Notre haricot tarbé, il était cuisiné en garbure. Une garbure, c'est en fait, chez nous, c'est une soupe paysanne. Voilà, c'est ce qu'on appelle une soupe paysanne. Ou alors, le plus souvent, le plat traditionnel, c'est le cassoulet. Je ne sais pas si vous connaissez le cassoulet, mais voilà. Nous il est cuisiné essentiellement avec le cassoulet. Voilà. La différence entre les garbures et la cassoulet? Alors, la garbure, c'est une soupe paysanne. Tu vas y trouver de la viande, tu vas y trouver du céleri, tu vas y trouver un peu d'haricots, de la carotte, mais c'est vraiment une soupe. Voilà. Le cassoulet, par contre, c'est un plat, c'est vraiment un plat. Donc c'est un plat consistant, donc on va avoir du haricot tarbé, de la saucisse de Toulouse, et soit du manchon de canard ou de la cuisse de canard. Voilà. Voilà. Donc ensuite, ça c'est les recettes vraiment traditionnelles. Et ensuite, on s'appuie aussi sur pas mal de réseaux de restaurateurs qui s'amusent à cuisiner le haricot tarbé. Il y en a qui le font en salade, notamment l'été, puisque c'est un produit qui se déguste aussi en salade, qui peut se déguster froid. Il y en a qui font des desserts à base de haricots tarbé. Voilà. Là, tu l'as en salade. Voilà. Voilà. Je vous invite à aller sur notre site internet. Tu as plein de recettes où tu vois différentes variantes que tu as pour le cuisiner. Voilà. Donc là, on passe à l'histoire de la coopérative. Là, je vais présenter la filière en général, puisque dans la filière, en fait, vous avez le producteur qui peut être... Il y a des producteurs qui ont choisi la voie de la coopération, donc qui ont voulu adhérer à la coopérative, mais il y a des producteurs qui veulent rester indépendants. Donc, ils sont tous adhérents à l'association interprofessionnelle, mais par contre, les indépendants, les producteurs indépendants, se commercialisent le haricot, s'occupent de la vente, s'occupent de tout, de la récolte, enfin de la production, du tri et de la vente. L'avantage de la coopérative, c'est qu'elle amène un service où le producteur qui a suivi la coopération, il livre à la coopérative, il ne s'occupe plus de rien. Voilà. C'est l'avantage pour le producteur. Voilà. Voilà. Donc la coopérative naissance en 88 avec une douzaine de producteurs, mais c'est ceux qui ont créé l'association et derrière ils ont créé la coopérative. Et ensuite on a commencé à grandir. On faisait partie dans les années 90 d'une pépinière d'entreprises où il y avait plusieurs entreprises. Et à partir de 2002, on a nos propres locaux qui sont dans la périphérie de Tarbes. La coopérative du haricot tarbé est à Tarbes, est vraiment à Tarbes. Et donc en 2002, on a eu nos propres locaux. Et après, à partir de 2009, on a fait une extension où on a pu agrandir aussi notre chaîne de production. Voilà. C'est-à-dire qu'à la coopérative, on réceptionne le haricot, on le trie, on le ventile, on le met en poche, on lui fait subir le choc thermique et après on les conditionne en différents conditionnements. Ça, on le verra après sur la partie produit qu'on propose. Vas-y. Voilà, donc la coopérative, c'est 60 producteurs et 10 collaborateurs permanents, voilà, avec des fonctions de techniciens. Il y a des fonctions de support comme la comptabilité, l'administration des ventes. Il y a 2 commerciaux aussi qui sont sur le terrain, un directeur en l'occurrence moi-même. Et donc ensuite, on fait appel aussi à des CDD quand on a des pointes d'activité, notamment lors de la livraison de haricots quand nos producteurs nous livrent. Voilà, ça c'est des valeurs et engagements qu'on souhaite mettre en avant, c'est-à-dire le savoir-faire, l'économie locale, parce qu'on est très attaché à notre territoire, et le plaisir et la durabilité, c'est de participer à l'alimentation avec une alimentation saine et avec une alimentation de qualité. Voilà. Voilà, ça c'est les valeurs aussi qu'on a affichées à la coopérative et que quand vous rentrez à la coopérative que tout le monde peut voir. Voilà, c'est important de les rappeler parce que sans les producteurs on n'est rien, sans nous les producteurs sont pas grand chose aussi parce qu'ils auraient peut-être plus de difficultés à commercialiser. Voilà, donc on est une chaîne et voilà et on veut montrer ces valeurs parce qu'elles sont importantes à nos yeux. Voilà. Alors, pardon, vas-y, reviens en arrière. Voilà. Donc, enfin, je ne sais pas si vous comprenez le français. Donc, il y a solidarité, démocratie, égalité, honnêteté, souci de l'autre, entraide, transmission et ouverture. Voilà. C'est vraiment important. C'est vraiment des points importants chez nous. Ouais.
Voilà. Donc ensuite, ça, c'est les différentes gammes que l'on propose à la coopérative. Donc on a une gamme de haricots secs. Donc, la gamme de haricots secs, on a différents conditionnements. On a la poche de 5 kg, qui est plutôt destinée à des circuits de grossistes, de conserveurs, de gens qui font des conserves. Voilà. Après, on a la poche de 1 kg, 500 grammes et 250 grammes, qui là sont destinés à des consommateurs finaux et qu'on distribue au travers soit de la grande distribution, voilà, ce qu'on appelle grande et moyenne surface, la GMS en France. Je ne sais pas comment en Espagne vous les nommez. Donc, soit dans la grande distribution, ou alors aussi, on a les réseaux de. Nous, ce qu'on appelle en France, c'est libre service agricole. Gambert, Point Vert, c'est des points de vente qui sont liés à l'agriculture. Et on commercialise nos haricots secs comme ça. Voilà. On commercialise aussi, on a une semence, tout à l'heure on parlait de semence, mais on a une semence qui est inscrite, donc on peut la commercialiser en tant que semence aussi, auprès de consommateurs. L'avantage de la coopérative, c'est qu'elle est propriétaire de sa semence. Donc c'est elle qui fait sa semence et qui la propose à ses producteurs. Parmi nos producteurs, en fait, on a 3 semenciers, donc qui, eux, sont tâchés à faire de la semence pour les autres producteurs. Donc, on vend cette semence donc, aux autres producteurs, mais aussi on fait ce qu'on appelle des petites boîtes de semences pour le jardinier du dimanche, voilà, qui veut se faire dans son jardin. Alors, je crois que notre boîte, on fait 50 mètres linéaires, on peut cultiver 50 mètres linéaires de haricots. Et il y a tout le mode d'emploi pour faire la culture du haricot sur la boîte. Voilà. Donc ça fait partie aussi de nos ventes. Alors, ce n'est pas la principale vente, mais voilà. Et ça, on vend au travers, notamment aussi de jardineries, qui sont nos clients pour y coller ce type de produit. Et ensuite, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, on a un produit de tradition, mais c'est un produit qui a une image un peu, entre guillemets, un peu vieille. C'est-à-dire que notre haricot sec, pour le cuisiner, il faut penser à le tremper la veille pour qu'il reprenne en eau et pour que le lendemain, vous pensiez à faire le plat. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a proposé aussi, maintenant on propose des produits prêts à consommer, comme tu disais tout à l'heure, Martha. Voilà. Donc, en fait, là, on travaille avec une entreprise locale aussi, qui en fait, on lui envoie du haricot et qui nous transforme le produit en, là, soit en haricot, soit on fait de la garbure, on fait du cassoulet en différents formats, avec 2 étiquettes, un pour un réseau traditionnel ou épicerie fine, l'étiquette noire, et un pour étiquette blanche, un pour le réseau grande distribution. Voilà. Mais là aussi, on travaille beaucoup, on essaye d'augmenter nos volumes de vente sur ces 2 produits transformés. Pourquoi? Pour essayer de coller aussi au mode de consommation moderne, c'est-à-dire qu'autrefois, c'est pas péjoratif, mais la femme au foyer, il y avait une femme au foyer, elle avait plus de temps pour cuisiner. Aujourd'hui, du fait de la plus réactivité, du fait que les femmes maintenant se sont émancipées, mais je parle sur les 60 dernières années, et vont travailler, effectivement, on a moins de temps pour la cuisine. Et du fait aussi de nos modes de vie. Donc le haricot cuisinier répond très bien à ce type de consommation moderne, entre guillemets. Voilà. Et là, on travaille aussi sur un produit qui est un produit qui est alors pour l'instant qu'on ne commercialise pas, mais il a fallu qu'on bouge le cahier des charges aussi, parce que quand tu as un cahier des charges IGP Label Rouge, tu es obligé quand tu veux changer des lignes, tu es obligé d'aller voir l'État en disant je veux changer ces lignes, voilà. Et est-ce que ça n'a pas. Alors du coup, il faut que tu expliques, que tu prouves que ça n'a pas dégradé le produit. Donc là, on travaille sur un produit réhydraté, prêt à consommer. Voilà, c'est-à-dire qu'on veut se dédouaner de cette phase de trempage avec le produit sec. Voilà. On travaille aussi, ça fait partie à recherche et développement, on a fait alors ça on le commercialise, on a fait des tartinades pour l'apéritif. En fait, on fait un hummus à base de haricots tarbés. Voilà, pour l'apéritif. En recherche et développement aussi, on a travaillé sur des, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, des extrudés, des curly, comme des curly. Tu vois ce que c'est pour l'apéritif? Non. Oui. Oui. Et ça se présente comment? Qu'est-ce que vous faites avec ça? En fait, on fait de la farine, on fait de la farine de haricots tarbés et ensuite on le transforme en curly, en chips. Ah, vale. Voilà. Similar a la torta de soja. Las hojas torcidas de soja. Non, c'est vraiment pour l'apéritif. C'est vraiment un chips pour l'apéritif. Ah, non, c'est comme en France, c'est des curly. Patatas fritas, si.
Si. Chipster, comme des chipsters, voilà. Voilà. Donc, et ça, on fait la recherche et développement aussi pour essayer de toucher aussi une autre génération, une autre population de clients. Parce qu'on a quand même une image, entre guillemets, encore une fois, vieillissante. Donc, il faut rajeunir les consommateurs et coller au mode de consommation moderne aussi. Voilà. Donc ça, c'est les surfaces, mais ça, on peut passer. Tu peux passer avec surface filet, surface maïs. Puisque, oui, on a deux tuteurs. On a le tuteur filet et le tuteur historique qui est le tuteur maïs. Voilà. Voilà. Vas-y. Hop. Ça, donc ça, c'est vrai que là, on connaît depuis quelque temps des creux de récolte, notamment sur les 3 dernières années. Après, suivant les conditions climatiques, on a beaucoup de variabilité sur les rendements et donc sur les volumes de récolte. Voilà. Et ça, c'est une problématique qu'on essaye de résoudre, notamment au travers, c'est ce que je voulais indiquer tout à l'heure, au travers de la mécanisation, puisque aujourd'hui, on a modifié notre cahier des charges IGP et label rouge, et aujourd'hui, on peut ramasser mécaniquement. On espère avoir 2 leviers sur cette récolte mécanique, c'est-à-dire augmenter le nombre de producteurs, augmenter la surface. La mécanisation va apporter une marge semi-nette aux producteurs plus intéressante, puisque pour ramasser un hectare, un producteur paye 3 500 € de main-d'œuvre. Avec la machine, il va payer 700 € de main-d'œuvre. Donc on va amener aussi, on va amener une attractivité économique sur cette culture-là. Voilà, donc le chiffre d'affaires 2024, c'est 2 millions d'euros. Et la coopérative commercialise à peu près l'équivalent de 115 tonnes de haricots tarbés. Voilà. L'avantage qu'on a sur notre produit, c'est qu'on a un produit sec. Donc ce n'est pas un produit qui est périssable, c'est-à-dire qui dure dans le temps. Par expérience, on a du haricot tarbé qui, 4 ans après être ramassé, du haricot tarbé sec, était encore bon pour la consommation. Voilà, donc on n'en a aucun problème. C'est quand même une donnée importante où, voilà, c'est pas une denrée périssable. Voilà, ça c'est l'évolution du chiffre d'affaires par catégorie de produits. Donc, hop. Donc on voit qu'on est à peu près équilibré entre, c'est 30% entre la poche de 5 kg, le petit conditionnement, c'est-à-dire la poche de 1 kg, la poche de 500 grammes et la poche de 250 grammes, et les cuisinés. Voilà. Il y a 10 ans de ça, par exemple, la poche de 5 kg représentait 70% du chiffre d'affaires de la coopérative. Donc on a essayé de diversifier aussi la composition de notre chiffre d'affaires par catégorie. Voilà. Sachant que sur le cuisinier ou sur le petit conditionnement, la coopérative va capter un peu plus de valeur ajoutée qu'en vendant une poche brute de 5 kg. Voilà. Le but aussi, c'est d'aller au travers de conditionnements différents et au travers de produits transformés, d'aller chercher de la valeur ajoutée supplémentaire. Et là, voilà. Et après, là, c'est le chiffre d'affaires réparti par les différents circuits de distribution. Donc là, on a la centrale GMS. Donc ça, c'est la grande distribution, supermarché. Les grossistes, c'est... nous, on a en France, alors je passe souvent en Espagne, on a Métro ou Promo Cash. Voilà. C'est là où vont se servir beaucoup de restaurateurs chez les grossistes. Réseau Lisa, donc c'est libre service agricole, c'est les petits points agricoles, les petites épiceries agricoles. L'export, on exporte aux États-Unis. Alors, on exporte aux États-Unis. Chaque année, on envoie entre 7 et 10 tonnes aux États-Unis. Alors, peut-être que là, avec les décisions qu'a pris Trump hier soir. Ouais. Alors, peut-être qu'avec les décisions qu'a pris Trump hier, ça risque d'être compliqué, puisqu'il y a 20% de douane qui sont annoncés, de frais de douane qui sont annoncés. Donc, on va voir, mais on exporte, oui, aux États-Unis, sur toute la côte Est, là, sur toute la côte new-yorkaise. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une Française qui s'est installée. Son père, c'était un restaurateur très célèbre à Auch, dans le Gers, qui s'appelait André Daguin, qui était un restaurateur qui avait l'Hôtel de France sur la capitale du Gers, donc à Auch. Et sa fille s'est installée aux États-Unis, mais depuis 50 ans. Elle a développé des fermes, comme les fermes du Sud-Ouest sur la côte Est, sur la côte new-yorkaise. Et tous les ans, en fait, elle nous achète du haricot. On fait du haricot à sa marque. On fait un sachet à sa marque. Voilà, ce sachet, sa société, elle s'appelle D'Artagnan.
puisque comme le mousquetaire, mais parce que le mousquetaire est originaire du Gers, est originaire, voilà. Donc on lui fait une poche à sa marque, et chaque année, bon an mal an, on envoie entre 7 et 10 tonnes par an aux États-Unis. Voilà. Et on exporte aussi au Japon. Voilà. Donc, et ensuite, après, on a les conserveurs. Donc les conserveurs, c'est ceux qui transforment leurs produits pour faire ce qu'on fait nous avec nos cuisiniers. Voilà. Ensuite, à la coopérative, on a une boutique et on a un site internet. Et puis après, on a 4% en divers. Après, c'est la répartition de notre chiffre d'affaires. Non, divers, c'est divers. Ça peut être, je ne sais pas si vous avez ça peut être par exemple des comités des fêtes. Hein, quand il y a des fêtes locales, et ils viennent se servir, donc on les met en divers. Voilà, ils viennent se servir chez nous et voilà. Voilà. Merci. Si vous avez des questions. Un demi-kilo, par exemple. Quel est le prix du sac de demi-kilo? Le prix du sac ouais, reviens sur la... Bon, comme ça, on va... Seulement parce qu'on sait qu'à la fin, les consommateurs n'ont pas de prix, Là, ici, par exemple, sur la poche de 1 kg, on a un prix moyen de vente à 12,50 €. 1 kg, alors, parce que c'est la poche de 1 kg. Par exemple, si on va sur la poche de 5 kg, le prix moyen de vente au kilo, ça va être peut-être 11 €. Plus on achète en grosse quantité, moins ça. 11 €, voilà. Après, en petit conditionnement, notre meilleure vente, c'est le 500 grammes. Parce qu'un kilo, on compte 60 grammes par personne. 1 kilo, ça fait quand même pas loin de 15 personnes. Donc, alors même s'il se conserve le produit, il n'y a pas de souci. Mais bon, donc en fait, notre meilleure vente, c'est le 500 grammes. Mais par exemple, sur la poche de 500 grammes, on va être à, je crois qu'on est à un peu plus de 13 € le prix moyen de vente. Après, c'est un produit qui va se retrouver en supermarché, qui va se retrouver à 18 € la vente, le kilo. Voilà. Comment? Alors les cuisiniers, mais ça dépend. Si vous prenez un cassoulet, le petit format, ça va être une part. On va être... le prix de vente à la coopérative, on va être aux alentours de 3,50. Prix de vente consommateur, on va être à 5 €. Voilà. Mais si on regarde l'équivalent au kilo, si on le ramène le prix au kilo du haricot, on va être à pas loin de 30 €. Si on ramène le prix de 30 € au kilo, voilà. Si on le compare au haricot. C'est pour ça que là, on va capter vraiment de la valeur ajoutée au travers de transformer le produit le plus transformé possible. Même si certains coûts, puisque en fait, on n'a pas de... Nous, on conditionne le produit sec. Après, on fait appel à un prestataire. Donc, on perd un peu de marge au travers du prix que nous prend le prestataire. Mais... Y respecto a la recolección mecanizada que has comentado, oui. Al tener los tutores, como ya lo estáis haciendo, ya tenéis Alors, sur le tuteur filet, c'est une tige. Non, le tuteur. Alors, un tuteur filet, en fait, ça veut dire qu'on plante un piquet de fer et on tire un filet à maille. Voilà. Voilà. Si. Ouais. Ouais. Si. Sí, pero para recoger mecánicamente. Alors, sur le tuteur filet, on va utiliser en fait une vendangeuse. Une vendangeuse qui est utilisée pour ramasser le raisin. Voilà.
Voilà, il passe entre les rangs. En fait, il secoue le filet et le haricot tombe dans la vendangeuse et monte dans la trémie qui est au-dessus de la vendangeuse. Voilà. Ça c'est pour le tuteur filet. Alors en plus, on a la chance dans les départements des Hautes-Pyrénées d'avoir notamment des vignes dans le Madiran où on n'a pas de difficulté pour trouver des prestataires ou des gens qui sont équipés de ce type de machine. Donc on arrive vite on a vite trouvé des entrepreneurs agricoles qui sont capables d'effectuer cette prestation. Pour pas non plus que le producteur investisse dans une machine. Une machine à vendanger, c'est 200 000 euros. Voilà. Tandis que là, il vaut mieux payer une prestation à 500 euros. Alors, il fait payer une prestation au mètre linéaire, mais ça va être 700 euros l'hectare. Il vaut mieux payer une prestation de 700 euros qu'acheter une machine que vous allez utiliser qu'une fois par an. Voilà. Mais donc on a trouvé. Donc, ça, c'est pour le tuteur filet. Et pour le tuteur maïs, c'est la moissonneuse-batteuse classique pour ramasser le maïs. Et ensuite, le travail derrière, c'est de séparer le maïs du haricot. Voilà. Voilà. Donc alors ça, pour séparer le maïs du haricot, on fait appel à ce qu'on appelle des tables densimétriques. Voilà. Et ensuite, un trieur optique aussi. Voilà. Mais un trieur optique, on est équipé à la coopérative d'un trieur optique aussi. Puisque quand on trie le haricot, sur notre chaîne de production à la coopérative, on a un trieur optique qui en fait sépare le haricot taché du haricot blanc. Donc déjà, nous on a cette machine. Donc là, aujourd'hui, on a trouvé un prestataire qui va nous séparer avec une table densimétrique qui va nous séparer le haricot du maïs. Voilà. Et ensuite, nous, on va s'occuper, comme on s'occupe actuellement, à trier le maïs, à trier le haricot. Voilà. Y con la vendimia, ¿ya habéis hecho alguna Est-ce prueba? que vous avez fait des tests là, avec les machines à vendanger? Oui. Cette année, on a fait un test sur un hectare sur tuteur filet et un hectare sur tuteur maïs. Et on a ramassé, on a fait les tests et ça fonctionne très bien. Enfin, cette année, en 2024, pardon. En 2024, sur la campagne 2024. Et donc, dès la campagne 2025, cette année, on a proposé à nos producteurs la possibilité de mécaniser. Aujourd'hui, on a 80% des producteurs qui vont mécaniser. Il y en a 20% qui veulent rester avec un ramassage traditionnel à la main. Voilà. Es que, claro, para nosotros es el principal problema que hay que también nos han estado planteando todos los productores, el tema de la mano de obra. Le ramassage, c'est ça. Après, mais vous, d'après ce que j'ai vu, vous avez plutôt un haricot qui est nain. C'est pas forcément un haricot grimpant, le vôtre. Si. Y son las que se están intentando producir precisamente porque son las que permiten esa mecanización en la recolección. Oui. Si, avec une... Oui. Vous avez il y a un autre haricot blanc qui s'est développé, je crois qu'ils ont été chercher un IGP, c'est le haricot de Castelnaudary. À Castelnaudary, c'est aux alentours de Toulouse, c'est entre Toulouse et Narbonne. Et eux ont été chercher un IGP sur c'est un haricot blanc, un peu comme le nôtre. Mais par contre, eux, c'est pas un haricot grimpant, c'est un haricot nain. Et eux, ils le ramassent à la machine. Voilà. Mais après, la problématique qu'eux rencontrent, c'est qu'ils sont dans des zones, toute la région de Toulouse, et plus on va vers le sud, plus on va vers le pays catalan, c'est une zone qui est, où il n'y a pas beaucoup, ils ont beaucoup de sécheresse. Voilà. Et donc, en fait, le haricot, il souffre parce que ça soit le haricot de Castelnaudary comme le nôtre, il faut quand même un peu d'eau. Voilà. Par rapport à la variété que vous avez trouvée qui était très résistante, même sans eau, nous il faut quand même pas mal d'irrigation pour notre haricot. Mais c'est sûr qu'un haricot nain, pour le ramasser mécaniquement, c'est beaucoup plus facile. Avec une moissonneuse-batteuse, sans problème. Après, derrière, c'est équipé d'une chaîne pour trier. Il faut le ventiler, il faut un trieur optique pour séparer les plus... Il faut un maraud, enfin, nous, on a, en fait, notre chaîne de triage, on ventile pour enlever les saletés, on passe dans un maraud pour avoir une certaine taille de grain, puisque c'est marqué dans notre cahier des charges.
Ensuite, on passe au trayeur optique pour séparer les grains tachés ou les grains tachés ou les grains cassés pour les enlever Et ensuite, on les met on a une peseuse, et puis après on les met en sachet. Et ensuite, une fois que le sachet, le dernier point de contrôle, on le passe dans un rayon X pour enlever tout ce qui est vert, tout ce qui peut être plomb de chasse. Voilà, parce que vous avez des chasseurs dans le champ, il peut y avoir du plomb dans le haricot. Voilà. Donc on a un rayon X aussi. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il est passé au rayon X, on l'envoie au choc thermique, à la surgélation pour voir. Yo tengo una curiosidad acerca de la variedad. Donc, j'ai une question concernant la variété. Oui. Para mecanizarla, Mécaniser, dos cosas. Tienen una maduración uniforme. est-ce que tous les grains arrivent au même niveau quand de maturité? Oui. Si. Y no se abre la vaina. Et donc, la fève ne s'ouvre pas. Non. Madura, cuando seca. C'est pas une fève, c'est La gousse. Non. Non. Alors si elle peut s'ouvrir quand on ramasse, enfin, quand c'était ramassé à la main, quelquefois, si c'est vraiment sec, puisque c'est un produit sec, si c'est un produit sec, la gousse pouvait s'ouvrir, le haricot tombait par terre. Ouais. Ouais. Non. Il faut vraiment qu'on touche la gousse pour que, quand elle est vraiment très sèche. Si. Exactement. Voilà. Et en fait, ce qui reste sur le filet une fois que la machine est passée, c'est les gousses vertes. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est les gousses qui ne sont pas arrivées à maturité. Parce que même celle-là, en secouant, elle ne se détache pas. Eso que has mencionado es porque nuestras variedades tienen tendencia espontánea a abrirse. Hay algunas variedades cuanto más tradicionales, más vinculadas con este fenómeno, Sí. que tienen una maduración no uniforme, sino a lo largo del tiempo. Sí. No va saliendo la flor, va madurando un crecimiento determinado que crece sin parar. Tienes en la misma planta vainas secas y vainas verdes. Y a la vez, cuando se seca la vaina, pues las dos partes se abren y para eso. Oui. Elle est perdue. Elle est perdue. Entonces tienes que estar muy abierto a la corrección manual para tocar de forma selectiva las maduras antes de que abran. Porque necesita mucho la variedad de cada Ouais. explotarla. Yo quería preguntarte si el tema de la mecanización, que llega en este momento porque los costes de producción han aumentado y también porque las condiciones climáticas en el sur de Francia, en vuestro departamento, Alors, el agua que llega del cielo no es la misma que en el pasado, entonces el rendimiento está siendo menor y eso os ha conducido a tener que considerar la mecanización. Alors, oui, alors, il y a une troisième condition, c'est la première difficulté que rencontraient nos producteurs, c'était une difficulté économique, parce que la main-d'œuvre coûte de plus en plus cher. Bon. La deuxième difficulté, c'est que on n'arrive plus à trouver de la main-d'œuvre en France. Et alors, même cher, mais c'est pas forcément lié à la culture du haricot tarbé. Je pense que c'est un problème générationnel. C'est-à-dire qu'autrefois, je vais prendre un exemple, je prends souvent cet exemple-là. Moi, petit, au village où j'habitais à côté de Tarbes, il y avait un médecin de campagne qui travaillait 7 jours sur 7. Voilà. Qui comptait pas ses heures. Aujourd'hui, j'ai un ami qui est dentiste. Voilà. Il travaille 4 jours par semaine. C'est-à-dire que les nouvelles générations n'ont pas le même rapport au travail que nous, on pouvait avoir. Donc, en fait, alors, ça touche beaucoup de secteurs d'activité, dont le nôtre, où effectivement, on a une pénurie de main-d'œuvre. Voilà. Et donc, on a beaucoup de producteurs qui n'arrivaient pas à trouver de main-d'œuvre. Donc, c'est quand même, parfois, ça peut être anxiogène pour un agriculteur qui plante, qui fait sa culture, et qui ne sait pas s'il va pouvoir
ramasser ou non sa culture. Hein, parce qu'il ne sait pas s'il va pouvoir compter sur la main-d'œuvre. Hein, puisqu'en plus, c'est la main-d'œuvre saisonnière. Donc, c'est une main-d'œuvre qui est difficile à fidéliser, entre guillemets. Voilà. Alors, autrefois, on avait notamment sur Tarbes, on avait de la main-d'œuvre au travers ce qu'on appelle, nous, les gens du voyage, ou les manouches, enfin, je ne sais pas comment vous dites. No es como el nuestro, que está Ouais. ubicado, es ese tipo de personal que aparecía en agosto, que aparecía, porque allí no son sedentarios. Ouais. Et nous, on n'a pas nos gitans, on vont le voyage, enfin, sont intégrés. D'accord. Ouais. Et donc, en fait, nous, on rencontre cette problématique-là. On a travaillé notamment avec des structures par le passé, comme Terra Alter, qui faisait venir des Péruviens ou des gens d'Amérique du Sud. On a, par exemple, on discute avec d'autres filières, on a la clémentine de Corse, par exemple, qui ont un signe officiel, alors sur un label rouge ou AOP, ou voilà. Pour avoir rencontré le directeur, ils font des charters directement du Maroc, ils amènent de la main-d'œuvre du Maroc, ils les amènent en Corse. Donc, localement, on a une pénurie de main-d'œuvre, donc ça explique aussi ce désir de mécanisation. Et le troisième point, c'est par rapport à la qualité du produit. C'est-à-dire que quand vous ramassez, on va prendre par exemple les conditions automnales de 2024, où en France, il y a beaucoup plu. Septembre, octobre, novembre, il y a beaucoup plu. Alors que généralement, on a des étés, ce qu'on appelle plutôt des étés indiens, c'est-à-dire une arrière-saison ensoleillée et sèche. Eh bien, là où vous mettez une journée pour ramasser 1 hectare avec une vendangeuse, manuellement, il faut 1 semaine à la main. Donc ça veut dire que la mécanisation permet de ramasser dans des fenêtres météo qui sont propices, et donc la qualité du produit va être meilleure. Pourquoi? Parce que quand vous ramassez dans des conditions humides, sur une gousse, vous pouvez avoir 1 ou 2 graines tachées par l'humidité. Si vous avez 6 graines six graines dans la gousse, vous perdez 2 graines, parce qu'au trieur optique, parce qu'il est taché par l'humidité. Donc ça va nous permettre aussi de peut-être améliorer le rendement et la qualité du produit. D'accord. Voilà. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues darte las gracias, Mathieu, De nada, por haber venido, de nada. porque se va ahora mismo, ha venido y se va otra vez. Ouais. Muchas gracias y Et après, je vous invite à venir, si vous souhaitez venir visiter la coopérative, sans aucun problème, vous êtes les bienvenus. Voilà. Voilà. Parce que vous travaillez sur le sujet, donc voilà, ça vous permettra de voir peut-être notre chaîne aussi de traitement et voir comment on est organisé. pues nada, muchas gracias por vuestra visita.